D'être venu à cette conférence sur l'avenir de l'humanité à l'heure de l'IA au LuxIO 2017. Donc ce sera présenté du coup par deux personnes InTech, donc je te laisse te présenter. Antoine de Tang, une grosse partie ici me connaissent déjà. Donc je travaille chez InTech dans la partie pôle innovation et développement. Donc moi je m'appelle Pierre Passy, je suis aussi ingénieur chez InTech et je m'occupe plus de tout ce qui est data science. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aborder l'avenir de l'humanité à l'heure de l'IA au travers de deux fils conducteurs. Donc un qui va être présenté par Antoine sur tout ce qui est voiture autonome et un que je vais présenter moi-même qui sera plus sur tout ce qui est chatbot et traitement du langage naturel. Donc en fait, ce qu'on va vous proposer, ça va être de suivre le parcours d'une personne dans un futur plus ou moins proche pour voir comment cette personne pourrait évoluer avec différentes intelligences artificielles. Donc notre personne, comme la majorité des gens, va commencer par se lever le matin. C'est ça le futur de l'humanité. Et souvent, vous êtes fatigué, donc vous allez prendre du café. Dans le futur, on boira toujours du café. Et ça, c'est une chose que vous faites peut-être déjà aujourd'hui. Vous interagissez peut-être déjà quand vous prenez votre café avec votre assistant personnel. Donc, que ce soit du Siri de chez Apple, du Google Assistant ou de l'Amazon Alexa, alors qu'il n'est pas disponible en France. Mais vous avez peut-être ce genre de choses déjà aujourd'hui, parce que ça, c'est la Google Home et c'est déjà disponible en France. Donc vous en avez peut-être déjà aujourd'hui. Il y a une stat à retenir, c'est que 60,5 millions d'Américains ont utilisé un assistant personnel au moins une fois par mois en 2017. Ça, c'est une statistique qui a été publiée très récemment par Forbes. Ça montre qu'il y a quand même, c'est pas juste un effet de mode, il y a quand même un effet de popularisation assez énorme. Et quel que soit l'assistant, ils ont tous un point commun. Que ce soit Amazon, Siri, Alexa ou n'importe quoi, très souvent, on va interagir avec eux de manière vocale. Donc, ça veut dire qu'il y a une très grande composante de reconnaissance vocale là-dedans. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser de nos petites expériences avec notre téléphone, en fait, aujourd'hui, la reconnaissance vocale, c'est un problème d'IA qui est déjà résolu. Donc, Microsoft a annoncé en octobre 2016, ils avaient fait un test. Donc, basiquement, ils ont fait une dictée entre un groupe de machines et des humains. Et ils ont annoncé la parité. Il y a autant de fautes côté machine que côté homme. La différence qu'on a, en fait, quand on utilise une IA, c'est pas la reconnaissance vocale en soi, c'est plutôt la reconnaissance d'entités, typiquement les noms propres. Un exemple tout simple, si vous prenez votre téléphone et que vous lui demandez « note mon rendez-vous pour demain », il y a de très grandes chances que ça marche. Par contre, si vous lui demandez « emmène-moi chez InTech à Kehl », il va avoir un peu de mal, puisqu'il faut déjà qu'il reconnaisse InTech, Kehl, qu'il sache que l'un est une ville, si plus est au Luxembourg, que l'autre est une entreprise, il faut qu'il fasse le lien entre les deux, ça c'est complexe. Mais la preuve comme quoi ce n'est pas forcément un problème de reconnaissance vocale, c'est que si vous demandez à un Parisien « emmène-moi chez InTech à Kehl », il y a de grandes chances qu'il ne sache pas non plus orthographier InTech ni Kehl. Donc ce n'est pas forcément un problème de reconnaissance vocale, mais là c'est plus un problème de culture et de connaissance. La deuxième chose que vous faites souvent avec ce genre d'assistant, c'est finalement les utiliser comme un majordome. Vous allez leur poser des questions, ils vont vous répondre, mais pour l'instant ce sont des questions qui sont encore assez fermées. Et ça appartient au domaine des Question Answering Systems. C'est un domaine du traitement du langage naturel. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui, les questions sont assez fermées. Note mon rendez-vous pour demain, ou alors quelle va être la météo pour demain. La question indique vraiment la réponse qui est attendue. Ce qu'on va imaginer dans un futur proche, ça va vraiment être de pouvoir poser des questions beaucoup plus ouvertes. Typiquement, est-ce qu'il y a des choses dont je dois me souvenir pour demain? Oui, Antoine est en congé. Et qu'est-ce que ça implique? Je réponds à l'IA que vous devez finir votre présentation LuxIO pour demain. On aura très certainement ce genre de flux conversationnel plutôt que vraiment une question égale une réponse. La chose intéressante, c'est que ça fonctionnera très certainement, comment ça fonctionne aujourd'hui, en lisant vos mails, en lisant vos textes, en lisant des sources sur Internet. Alors là, ça pose d'autres questions éthiques en termes de traitement des données, et notamment en France via la CNIL, puisqu'on n'a pas forcément le droit de faire ce qu'on veut avec les datas. Mais on retrouvera ce genre de choses. Le Question Answering System le plus connu, on va dire, de ces dernières années, ça a été Watson avec IBM, puisqu'ils avaient gagné donc une partie de Jeopardy. Et là, on a vraiment, il y a quelques années, on a vraiment toutes les informations du système qu'on pourrait imaginer comme un peu moderne. Donc une interaction assez naturelle avec le présentateur télé, des réponses formulées en synthèse vocale. Et comme je l'ai dit, ça a été cherché. Alors il me semble que Watson fonctionnait de consort avec une base Wikipédia. Mais du coup, ça allait vraiment lire de l'information, la comprendre et pouvoir du coup formuler une réponse dans un scénario bien précis. On va continuer un peu notre périple, et maintenant la personne est dans sa voiture. Et vous pouvez du coup améliorer le magnifique intérieur de la Tesla Model 3. Et donc en voiture, vous le faites peut-être déjà aujourd'hui, puisque maintenant les assistants sont aussi en voiture. Que ce soit avec CarPlay ou avec Android Auto, on peut déjà utiliser ce genre de choses. Les voitures en fait sont un bon moyen de garder un peu ce côté connecté, donc si on est un peu geek, pour justement pouvoir avoir de l'information. Aujourd'hui, on le fait déjà. La matinale la plus écoutée de France à la radio, c'est celle de France Inter, donc une matinale plutôt informationnelle. Donc on pourrait imaginer dans un futur plus ou moins proche, avoir vraiment une interaction avec sa voiture pour lui poser des questions. Donc typiquement, la voiture pourrait elle-même de manière proactive demander s'il y a des informations
est-ce qu'on a entendu les dernières informations à propos du support de var en Java? On pourrait lui répondre que non, on ne sait pas trop ce que c'est. Et la voiture pourrait nous dire que var, le même qu'en JavaScript, donc l'inférence de type, va être supportée par Java 10, puisqu'il y a une JEP qui est passée en target. C'est une vraie information. Lisez les JEP. Et donc, ouais, c'est pas faux. En Java, ça le fera. Et donc voilà, pour faire ce genre de choses et traiter de la news comme ça, on a besoin de plusieurs domaines qui sont au croisement. Donc le premier dont on va parler, ça va être tout ce qui est reconnaissance vocale. Ensuite, on abordera vraiment la compréhension d'un texte par la machine et ensuite la capacité par la machine de générer un résumé d'un texte. Donc déjà, on va commencer par la synthèse vocale. Donc finalement, la voix, si on zoome dessus et qu'on étire la bande, en fait, il ne s'agit finalement que de notes, finalement comme une musique, qui vont se jouer les unes après les autres. Et si on a des notes donc, qui ont une hauteur différente, je vais juste attendre l'animation qui se charge, donc là on peut voir qu'en fait on pourrait les générer. Et c'est finalement exactement ce que fait une IA, puisque en entrée, elle va avoir la phrase qu'elle doit générer, donc lettre par lettre, et elle va générer note par note. Donc typiquement, ce que montre cette animation, c'est qu'on va avoir une phrase, on va rajouter une lettre, l'IA va processer donc, à travers son réseau de neurones pour générer ensuite une ou n notes suivantes. Et ensuite, elle va rajouter encore une lettre, etc. etc. Elle va générer, un peu comme un collier, elle va imbriquer les lettres pour générer une phrase vocale qui a du sens. Et donc, contrairement à la reconnaissance vocale, c'est un domaine qui n'est pas encore résolu, mais qui en est pas loin de l'être, puisque Google avait fait des statistiques récemment. Alors eux, ils avaient fait un test, ils avaient donné des échantillons vocaux donc générés par des modèles paramétriques et concaténatifs. Donc ça, c'est des modèles traditionnels. Typiquement, si vous avez déjà joué avec la synthèse vocale de Windows, c'est ce genre de modèle qu'il y a dedans. Le modèle de Google, c'est le WaveNet, donc ça, c'est vraiment un modèle IA. Et d'ailleurs, info intéressante, donc, ils ont tweeté hier que le Google Assistant, donc pour l'instant en anglais et sûrement prochainement en France, utilisera maintenant les modèles WaveNet pour générer des voix donc beaucoup plus crédibles que ce qu'on a aujourd'hui. Donc ils ont donné des échantillons de voix à des personnes et ils leur ont demandé de noter ces échantillons de 0 à 5, 5 étant parfait et 0 étant incompréhension. Et donc on voit deux choses. Le WaveNet n'est pas encore au niveau de l'humain, mais qu'il est quand même déjà meilleur que ce qu'il y avait avant. Et la deuxième chose qui est assez intéressante à noter, c'est que le speech humain n'est pas parfait même pour un humain. Alors ça vient très souvent, en tout cas de ce qu'ils avaient expliqué, des tics de langage et de ce genre de choses, ou des petits cracks dans l'échantillon audio. Mais ils avaient aussi été plus loin dans leur analyse, ils avaient montré qu'en fait ce genre de choses, de tics de langage, sont très importants pour faire penser que la voix est naturelle. Une voix qui serait parfaitement parfaite, qui ne fait aucun tic de langage, aucune correction, aucune reprise, ne semble pas naturelle, ça semble généré. Et petit fun fact, quand ils ont entraîné leur WaveNet, en fait, ils se sont rendus compte que l'IA faisait, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais faisait très souvent, et puisque dans tous les échantillons, c'était juste la personne qui reprenait sa respiration dans le micro. Et l'IA a compris qu'il fallait, pour que ce soit naturel, insérer un toutes les 10 secondes. Et ça s'est retrouvé dans l'échantillon final. Donc, prochain domaine qu'on va aborder, tout ce qui est machine comprehension. Donc ça, c'est AllenNLP, c'est un framework qui est déjà disponible sur Internet, qui a plein de fonctionnalités, et ils ont une super démo, le lien viendra dans la slide d'après. Et donc, ils ont une démo très intéressante en machine comprehension. On peut input un texte, on peut input une question, et l'IA va nous highlighter, donc c'est pas moi qui highlight, l'IA va highlighter le passage correspondant dans le texte. Alors j'ai utilisé leur démo pour faire un autre cas sur le texte d'introduction de React. Et j'ai posé une question, « What do I need to install ?» Et l'IA m'a répondu, enfin en tout cas m'a highlighté dans la doc, « Anything ». C'est jamais vrai. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça marche déjà aujourd'hui. Donc personne n'a encore connecté ce genre de choses, en tout cas pas de manière publique, avec des IA vocales. Mais on pourrait du coup très bien imaginer, poser la question à son assistant personnel, « What do I need to install React ?» Et il irait automatiquement détecter React, lire la page d'accueil, et il sait déjà trouver la phrase, il a juste à faire une synthèse vocale, « You don't need to install anything ». Ça, c'est un scénario qui serait possible avec quelques mois de développement. Et enfin, la text summarization. Donc on a mis un chien parce que pour summariser, il faut avoir du flair. Donc déjà, un petit point, il y a plusieurs types de résumés. Donc, si on prend une phrase standard, les algorithmes aujourd'hui font ce qu'on appelle du résumé extractif, c'est-à-dire qu'ils vont en fait détecter les mots importants via différents critères statistiques et vont extraire les mots importants pour former une phrase. Mais ça peut sauter de l'information. La manière dont fonctionne l'humain, c'est de faire un résumé abstractif. Donc là, on va garder l'information, par contre, on a le droit de reformuler les mots. Ça, les algorithmes actuels ne savent pas le faire, mais on a tendance à aller vers ce genre de choses. Google a aussi montré un autre modèle qui fonctionne un peu de la manière précédente,
où là, en fait, il y a aussi une IA, mais qui va avoir accès à l'ensemble du texte et qui ensuite va générer un mot. Puis ensuite, pour générer le deuxième mot du résumé, elle va revoir l'ensemble du texte et le premier mot qu'elle a généré. Avoir accès à l'ensemble de l'information permet de contextualiser l'information pour savoir comment elle doit générer. Et ensuite, elle génère mot par mot en sachant, par exemple, you. Ensuite, donc, le mot après you, ça doit être don't. Le mot après don't, ça doit être need. Mais elle a quand même besoin à chaque fois de récupérer tout le contexte pour savoir ce qu'elle doit générer. Et donc, la combinaison de ces trois technologies permettront, dans un futur plus ou moins proche, là encore, d'arriver à ce genre d'interaction. Maintenant, notre développeur est arrivé au travail. Et donc, j'ai mis une slide sur la UI, donc, ou la UX pour certains. C'est donc un kit de UI que Microsoft a fait sur l'Influent Design. Il y a de grandes chances que si l'IA vienne vraiment à se mettre dans le domaine du développement, qu'on vienne à gérer tout ce qui est plutôt design et vraiment processus créatif. Donc, un exemple. Typiquement, vous pourriez envoyer un mock-up à l'IA et qu'elle vous génère le code, donc soit en DSL, en HTML, en React, ce que vous voulez, mais ça, ce serait des choses qui seraient possibles. L'humain, en fait, aurait vraiment à faire ce mock-up. Donc, le modèle qui fait ça s'appelle Pix2Code. Je ne voudrais pas vraiment beaucoup rentrer dans le détail de cette slide, parce qu'il y a une autre conférence en fait, sur le sujet Pix2Code qui viendra, il me semble, cet après-midi. Donc, si ce sujet vous intéresse, je vous invite vraiment à aller les voir. Juste une petite note, c'est que le groupe de recherche qui a fait Pix2Code a ensuite monté une société sur le sujet. Voilà. Donc, prochain cas d'usage. Les tests unitaires, donc là ce sera vraiment quelque chose qui pourrait être révolutionné ou pour nos amis qui font du JS, qui aiment le Mocha. De la même manière qu'on peut faire du question answering, on peut faire du visual question answering. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de poser un texte et une question, on peut donner une image et une question. Et en fait là l'IA va directement nous donner une réponse par rapport à cette image. Ça ce serait intéressant par exemple pour tout ce qui est définition de spec, où on pourrait clairement montrer le mock-up, le client pourrait poser les questions en langage naturel et du coup valider notre mock-up par ce genre de règles. L'IA pourrait valider les specs du client par rapport à un mock-up qu'on aurait généré. Et le saint graal de ce qu'on aurait derrière, ce serait vraiment le Deep Learning for Program Synthesis, donc là, générer from scratch un programme. Ça, pour l'instant, pas grand monde ne sait le faire, il n'y a pas beaucoup de recherche sur le sujet, mais Microsoft avait quand même essayé de se pencher là-dessus en ayant une approche un peu différente, donc c'est-à-dire qu'il faisait une sorte d'arbre décisionnel en demandant à la personne typiquement est-ce que le formulaire doit générer plutôt un nom ou un numéro de téléphone? Ok, c'est un nom. Est-ce que c'est plutôt un prénom ou plutôt une email? C'est une email. L'email, je dois aller la chercher dans la base de données A ou la B. Et finalement, en posant ce genre de questions, ils arrivaient à établir un contexte et à générer le code. Donc, dernier cas d'usage par rapport à ce genre de technologie, ce serait vraiment tout ce qui est infrastructurel, ce qu'on appelle aujourd'hui le ChatOps, c'est un développement de la tendance DevOps. Donc, la petite question, combien d'entre vous seraient capables de redémarrer une application sur Mesos ou Kubernetes par API sans regarder la doc? Voilà. Maintenant, autre question. Combien d'entre vous seraient capables d'aller voir le responsable de l'infra pour lui demander de redémarrer une application? Une personne, c'est très bien. Donc imaginez en fait que votre infrastructure devienne vraiment un collaborateur qui sera accessible sur Slack ou sur Skype ou quel que soit votre système. On pourrait vraiment de manière naturelle lui demander redémarre telle application, pourquoi cette application a craché, est-ce que tu peux me donner les dernières logs d'erreur, enfin ce genre de choses. Ça, c'est des usages qu'on est aujourd'hui en train de développer, donc vraiment en 2017, ce sont des choses qui se font. Et le jour où ce sera déporté, ce sera très certainement un peu plus simple pour tout le monde. Donc dernier cas, c'est Amazon qui a sorti la Dashwand. Elle ne révolutionne pas forcément les choses, mais je vais vous montrer une publicité d'Amazon parce qu'en fait, ça résume vraiment la vision d'une société qui serait hyper connectée en termes d'IA. Normalement, elle est directement là, je crois. Google Chrome. Voilà. Qu'on n'aura pas le son. Bon, bah sans le son, ça marche pas. Donc là, c'est une personne en fait qui demande à, sa Dashwand de lui donner une recette. La Dash donne toute la recette en décrivant les ingrédients et du coup la personne dit d'accord, j'ai pas de champignons, j'ai pas de parmesan. Et donc bon, bien entendu, elle peut le scanner aussi. Et dans la vision d'Amazon, bon, ça reste une publicité. Amazon en fait vient directement vous le livrer chez vous. Voilà, ils vous font un panier, quelqu'un d'Amazon vient vous la livrer chez vous. Je vais l'accélérer juste. Ensuite, la Dashwand peut directement vous donner les instructions. Là, elle lui demande de convertir des ounces en litres, ce genre de choses. Le mari vient, demande de commander du vin. Enfin, c'est un peu plus speed quand même. Voilà. Et le dernier point intéressant derrière. Le dernier point intéressant derrière, c'est qu'après, ils utilisent leur Dashwand pour centraliser en fait toute leur gestion domotique et donc ils disent « dim the line to 70% ».
Et du coup, c'est vraiment une vision qui est assez intéressante, puisque du coup, avec un seul objet, bon, là pour le coup c'est celui d'Amazon, on arriverait à totalement centraliser sa maison par la voix. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Antoine pour la suite. Merci. Donc, Pierre vous a présenté les différentes façons dont on va interagir avec les machines. On va communiquer, elles vont nous comprendre, ainsi de suite. Moi, j'essaie de me focus un petit peu sur qu'est-ce qui pourrait changer dans notre société, dans notre monde, le jour où ce sera les machines qui vont nous conduire, qui vont nous permettre de nous déplacer. Ça paraît assez abstrait comme ça, mais en fait, c'est quand même quelque chose qui concerne un futur relativement proche. On estime qu'en 2020, donc dans même pas 3 ans, en fait, on pourra commencer la commercialisation grand public de véhicules autonomes. Alors le coût sera encore assez important, mais progressivement, dans les années qui vont suivre, ça va diminuer. On parle d'un supplément de 10 000 $ sur un véhicule pour qu'il soit complètement automatique en 2030, et ça va vraiment s'estomper par la suite. On estime qu'aux alentours de 2050, donc dans une bonne trentaine d'années, il y aura pratiquement plus de véhicules qui seront conduits par des humains. Ce sera que des véhicules autonomes. Donc ça aura forcément une incidence sur la société, sur nos moyens de transport, mais également plus large sur la société et sur l'environnement, sur nos villes, ainsi de suite. Mais avant de se poser ces questions-là, dans un premier temps, ce qu'on va voir, c'est comment ça peut fonctionner. Alors d'un point de vue assez haut niveau, on ne va pas rentrer dans le détail, mais comment une voiture peut nous conduire sans interaction humaine. Donc pour le faire, la voiture elle a besoin déjà de se positionner dans l'environnement, savoir où est-ce qu'elle est, et savoir ce qui se passe autour. Pour ce faire, en fait, elle est équipée de différents capteurs qui vont lui donner tout plein d'informations. On a des caméras qui vont lui donner un retour vidéo, des images en fait, sur ce qui se passe devant, derrière. On a des radars et des lidars qui vont lui permettre de calculer les distances entre les objets et de voir des objets qui sont un peu plus loin par rapport à la voiture. Et également des capteurs à ultrasons qui vont être là pour tout ce qui est très proche, à moins d'un mètre devant ou même quelques centimètres en fait, devant la voiture. C'est des capteurs à ultrasons qui vont lui donner ces informations-là. Donc tout ça va être récupéré par le véhicule, mais après, le but de l'intelligence artificielle ici, ça va être de traiter ces signaux-là. Si on se concentre sur ce qui est sorti par les caméras, par exemple, la première étape, ça va être, sur une image comme ça, de détecter quels sont les différents objets qui sont à l'intérieur. Donc savoir simplement identifier différents objets. C'est des algos qui sont aujourd'hui complètement connus et maîtrisés, ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la computer vision et de l'image recognition, de la reconnaissance d'images à l'intérieur. Donc ici, on voit que l'intelligence de la voiture a détecté qu'il y avait des objets répartis un peu partout. On a un panneau ici, on a des véhicules qui sont sur la chaussée. Donc ça, jusque-là, normalement, tout le monde devrait faire à peu près la même chose et aussi bien que la machine. Sinon, j'espère que vous n'avez pas votre permis de conduire. Par contre, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour prendre les décisions d'accélérer, s'arrêter, tourner, ainsi de suite, de savoir simplement qu'il y a des objets sur la route. À partir de ça, et des données de cartographie qu'elle a en mémoire, en cartographie 3D, elle va construire un modèle 3D de l'environnement dans lequel elle évolue. Donc on voit ici, OK, il y a des véhicules, je suis sur cette voie-ci, il y a des véhicules à gauche, à droite, et ainsi de suite. Maintenant, il va falloir savoir identifier ces objets-là. Pourquoi? Parce que ce soit un cycliste, une voiture, un piéton, un bus, un camion, ils ne vont pas avoir le même comportement derrière. Donc du coup, on va devoir reconnaître sur l'image, à partir de l'image qu'on a, si c'est un piéton, un cycliste ou une voiture. Donc là, c'est clairement une phase d'apprentissage que le véhicule va mettre en œuvre. Plus on va voir de cyclistes, plus on va voir de voitures, plus ça va être facile pour la voiture de reconnaître ce que c'est une voiture ou un cycliste. Une fois qu'on a ces informations-là, OK, on a réussi à identifier les différents objets qui sont autour de nous. La prochaine étape, ça va être d'essayer d'anticiper ce qui va se passer à l'instant d'après. Parce que là, on a une image à l'instant T, mais le but pour prendre une décision de conduite, c'est essayer d'imaginer ce qui va se passer à T+1. Du coup, on va, à partir de ce qu'elle a capté ici, donc elle a vu qu'en haut, sur la voie à droite, par exemple, il y avait des travaux, une zone de travaux publics. Elle l'a vu parce qu'il y avait des panneaux de signalisation et des plots certainement sur la route. Et elle a vu également qu'il y avait un véhicule ici, qui était dans la même voie. Du coup, elle va essayer d'anticiper ce que ce véhicule-là va faire dans les secondes qui suivent. Et il y a plusieurs possibilités. Il peut très bien s'arrêter, il peut très bien changer de voie, ou il peut très bien foncer dans les travaux aussi. Tout ça, c'est des actions qui sont possibles. Pour la machine, c'est possible. Associé à chacune de ces actions-là, on va avoir une probabilité. Qu'est-ce qui est le plus probable de se passer? Et cette probabilité-là, elle est forcément calculée à partir de l'expérience, de la connaissance qu'a obtenue la machine au fur et à mesure de nombre de kilomètres qu'elle a parcouru. Il semblerait ici que le plus probable, c'est qu'il se décale dans la voie de gauche pour éviter la zone de travaux. Donc, elle a une probabilité supérieure de ce véhicule-là de se déplacer. Jusque-là, normalement, c'est aussi à peu près ce qu'on fait, nous, quand on conduit. On doit faire la même chose, on doit essayer de regarder ce qu'il y a autour de nous et comment ça va évoluer dans les secondes qui suivent.
Là où notre cerveau il est assez limité, c'est que nous on arrive à le faire pour la voiture qui est devant, celle qui est derrière, et avec un peu de chance pour le piéton qui est sur le côté, on commence à se dire est-ce qu'il ne va pas traverser. Sauf que la machine, elle, la voiture autonome, elle le fait pour tous les objets de son environnement. Les voitures qui sont devant, derrière, sur la rue qui est perpendiculaire, et ainsi de suite. Pour chacun de ces objets-là, elle calcule les possibilités d'action, le comportement qu'il va y avoir, et pour chacun de ces comportements-là, quelle est la probabilité que ça arrive. À partir de toutes ces infos-là, en fin de compte, ça reste très facile de conduire de façon automatisée. On n'a plus que 2 paramètres à décider. La vitesse, est-ce qu'on accélère, est-ce qu'on freine, est-ce qu'on s'arrête, et l'angle, est-ce qu'on tourne ou est-ce qu'on reste tout droit. Donc en fonction de tous ces modèles-là qui est construit, alors en fait, le résultat, c'est simplement 2 valeurs numériques. Est-ce que j'accélère ou est-ce que je ralentis, et est-ce que je tourne. Donc aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui est possible. On cumule des milliers de kilomètres sur des véhicules autonomes dans des programmes de test. Et cette particularité de savoir prédire ce qui va se passer pour les autres véhicules, c'est important dans un premier temps, en fait, quand les voitures autonomes devront cohabiter avec les voitures qui ne sont pas autonomes, qui sont conduites par des humains. À terme, on devrait imaginer un système de communication, toutes ces voitures-là communiqueront entre elles, et du coup, mon véhicule n'aura pas forcément besoin de voir ce qui se passe devant, il aura déjà été alerté par les véhicules qui sont passés quelques secondes avant, et ainsi de suite. Donc ici, on va pouvoir anticiper des zones de travaux, des problèmes météo, par exemple, qui se passent sur le trajet, mais sans même avoir besoin de les voir, simplement par la communication entre les voitures. Alors qu'est-ce que ça peut nous laisser imaginer, ce genre d'évolution technologique sur nos moyens de transport? Déjà, dans un premier temps, la route devrait quand même devenir plus sûre. De façon raisonnable, on peut penser qu'il y aura beaucoup moins de morts sur les routes le jour où on aura retiré le droit de conduire au dernier humain. Parce qu'aujourd'hui, on considère que dans les accidents de la route, dans 93% des cas, c'est une erreur humaine qui est à l'origine de cet accident-là. Ici, quand les voitures seront plus douées que nous pour anticiper tout ce qui va se passer, il devrait y avoir moins d'accidents mortels. De la même façon, la conduite, la circulation en fait devrait être plus efficiente, plus efficace. Parce que quand les voitures seront autonomes et connectées, on n'aura plus besoin de feux rouges par exemple. Le principe de s'arrêter et d'attendre pour laisser passer les autres, ça c'est vrai, ces règles-là strictes, c'est vrai quand c'est nous qui conduisons, mais quand c'est des véhicules autonomes, ils n'ont pas besoin de ces règles-là. Ils vont simplement se synchroniser, se dire attention, moi j'arrive, tu me laisses passer, ainsi de suite. On perdra moins de temps dans la circulation. Du coup, une circulation plus efficace va induire fortement une transformation profonde de nos villes. Et au fur et à mesure du temps, plus le temps va passer, en fait, plus les centres-villes, les zones urbaines vont évoluer. On va avoir besoin de moins en moins d'espaces dédiés aux routes, par exemple, puisque ce sera plus efficace, on n'aura pas besoin d'avoir des deux voies en centre-ville. Donc du coup, l'espace piéton devrait regagner un petit peu sur l'espace dédié à la route. Tout ce qui est stationnement, par exemple, aussi, ce sera une problématique dépassée. Aujourd'hui, le besoin de stationnement en centre-ville, il est là parce que je vais en ville, je gare ma voiture et je vais faire mes courses. Demain, avec des véhicules qui sont capables de se déplacer d'eux-mêmes, le véhicule me dépose dans une drop zone en centre-ville et repart se stationner complètement à l'extérieur, en périphérie. Il reviendra me chercher au moment où je lui demande, ou même, s'il est suffisamment intelligent, au moment où lui a anticipé que j'avais besoin de repartir. Je viens de faire mon paiement et il est l'heure de partir, il viendra automatiquement me rechercher pour me ramener à ma maison. Ici, c'est juste un modèle sur une étude qui a été faite sur une rue dans San Francisco, par exemple. Aujourd'hui, on voit qu'il y a sur une rue, c'est une vue de coupe d'une rue, il y a quand même une grosse partie qui est dédiée simplement à la circulation automobile ici. On a 2 fois 3 voies de circulation, on a 2 zones dédiées au parking, et en fait, l'espace pour les piétons, il est très restreint. Si on imagine ce qui se passerait quand ce sera des véhicules qui roulent tout seuls là-dedans, on a l'espace qui est dédié, qui est vraiment réduit. On n'a plus que 2 voies de circulation pour les véhicules. Et du coup, ça permet d'agrandir l'espace pour les piétons, de remettre en place des espaces verts à l'intérieur de nos villes, et également d'avoir des rues qui seraient dédiées au vélo ou au transport propre. Autre chose qu'on peut imaginer aussi, les véhicules devraient être plus fiables, en fait, parce que les données qui vont provenir des capteurs et ainsi de suite de la voiture vont pouvoir être croisées avec tous les autres véhicules et on va pouvoir faire ce qu'on appelle de la maintenance prédictive. C'est déjà quelque chose qui est possible aujourd'hui, mais ça devrait fortement se développer. C'est-à-dire savoir avant vous, avant que ça survienne, en fait, surtout, les défaillances qui pourraient survenir dans votre voiture. Une panne, à partir des informations qui sont récupérées, par exemple, de votre consommation de carburant ou ainsi de suite, on pourrait estimer qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas de façon correcte et du coup vous alerter, attention, veuillez vous rendre dans un garage
sinon, il va y avoir quelque chose qui ne va pas très bien sur votre voiture. Ça a plusieurs intérêts. Dans la relation client du constructeur, c'est vraiment intéressant de pouvoir prévenir le client avant que la panne survienne. Et dans une démarche commerciale aussi, c'est intéressant pour eux de vous préciser, attention, allez faire un tour au garage pour que vous alliez dans un garage du réseau partenaire, plutôt que quand on est en panne, on trouve surtout le premier garage qui vient et ce n'est pas forcément quelqu'un du réseau du constructeur de la voiture. Enfin, il y a des personnes, des analystes aujourd'hui qui disent que l'intérêt de la voiture personnelle telle qu'on la connaît aujourd'hui, la voiture que je possède et qui me sert à faire mes transports, en fait ne va pas perdurer. C'est quelque chose qui va potentiellement disparaître. En fait, les sociétés comme Uber ici et d'autres plateformes qui font la même chose, qui font aujourd'hui, c'est ça, vous pouvez utiliser le transport comme un service, mise vraiment sur le fait que demain, on aura un service global de mobilité. On paiera un abonnement, par exemple, au mois, qui comprendra soit des déplacements en voiture personnelle quand on n'a pas de moyens de transport en commun à proximité, ou mixer différentes solutions avec du transport en commun et ainsi de suite. Donc on a vraiment une transformation vers un modèle de mobility as a service, comme ils appellent ça, où on aura de façon globale un contrat pour tous nos déplacements. On pourra avoir, par exemple, la voiture qui va automatiquement chercher les enfants à la sortie de l'école pour les amener à leurs activités périscolaires sans qu'on ait besoin même d'être là. Et ça fera juste partie de notre solution de mobilité. L'intérêt de la voiture personnelle aujourd'hui, c'est la flexibilité qu'elle procure. En fait, on peut faire vraiment des déplacements depuis chez soi, depuis le pas de notre porte jusqu'à notre destination. Par contre, ce n'est pas la solution la plus efficace parce que bien souvent, les voitures ne sont pas remplies à 100% de leur taux d'occupation et c'est ce qui va un petit peu engorger les centres-villes. À l'inverse, les transports en commun, les bus aujourd'hui, là, au niveau de l'occupation des villes, des rues, c'est l'idéal. Par contre, c'est moins flexible. On ne peut pas me déposer exactement à l'endroit où je veux, ni venir me chercher exactement sur le pas de ma porte. Donc du coup, il y a des modèles qui existent aujourd'hui, des sociétés qui projettent de faire un mix entre les deux. Et je vais juste vous montrer une petite vidéo aussi. Pas de jaloux, chacun sa vidéo. Sans son, mais c'est pas très grave. Voilà, donc ici c'est un modèle, en fait, vous avez des petites cabines comme ça, qui vont venir vous chercher, donc on va commander sur son smartphone qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut le social être avec d'autres personnes, on s'assoit, donc ça vient vraiment nous chercher devant nous, et après ça va se regrouper avec d'autres modules comme ça pour une grosse partie du trajet qui est fait en commun avec d'autres personnes. On peut circuler à l'intérieur, venir s'asseoir où on veut, par contre on va être alerté que pour aller à notre destination, il va être important de changer de siège maintenant et de se mettre dans la dernière cabine, parce que ça va se détacher. Donc la personne va se mettre sur le bon siège, attend, et à partir de ce moment-là, le module se détache et va terminer les derniers mètres ou kilomètres qui manquent pour l'amener exactement à son endroit de destination. Après, il mixe ça avec d'autres systèmes aussi, où bien sûr, vous pourrez avoir de la recommandation pour aller réserver un restaurant et ainsi de suite. Mais l'important ici, c'est de voir qu'on a un modèle qui mixe du transport en commun, en collectif, pour l'efficacité que ça procure dans la circulation à l'intérieur des villes, et la flexibilité d'un véhicule personnel pour le dernier kilomètre qui manque. Enfin, il y a fort à parier qu'il y ait des nouveaux business models aussi qui vont se développer à l'issue de ça. Parce que, imaginez bien que tous ces véhicules connectés et tous les capteurs qui sont dessus collectent une masse très très importante de données. Ils ont des données de circulation, de météo, des données visuelles, de la vidéo, de l'image, la qualité de l'air et ainsi de suite, et pratiquement en temps réel répartis partout sur le globe, donc ce sera complètement développé. Du coup, il y a beaucoup de chances que ces constructeurs, que des Renault, des Audi, des Tesla par exemple, demain proposent des systèmes qui sont des services qui sont éloignés de leur core business, qui est de la construction de voitures, mais dans un cadre de réutilisation de ces données-là. Un peu comme ce que Amazon fait quand ils ont commencé à vendre des services cloud, alors que eux c'était du commerce électronique, mais ils se sont rendus compte qu'ils avaient aussi des autres services à valeur ajoutée à vendre en louant en fait de l'espace sur un data center. Ici, on pourrait très bien imaginer un Street View en temps réel. Je pourrais me promener dans n'importe quelle artère de Paris, New York, exactement comme c'est en ce moment, en récupérant le flux vidéo qui vient des véhicules qui sont à cet endroit-là. Et si on estime par exemple qu'un véhicule Tesla passe devant ma maison, devant mon immeuble toutes les 10 minutes en moyenne, ça veut dire que je peux avoir une photo de mon immeuble toutes les 10 minutes. Ça veut dire que Tesla peut très bien vendre un système de vidéosurveillance où je recevrai une alerte parce que j'ai laissé la porte du garage ouverte ou j'ai oublié de fermer la fenêtre le matin. Simplement par la collecte, le croisement de toutes les données qu'eux vont collecter. Donc il y a aussi beaucoup d'idées de business models différents, en fait, éloignés de l'automobile à développer sur ces données-là.
Donc on a fait le tour un petit peu de ce qu'on voulait vous parler. Maintenant, l'intérêt aussi, c'est d'en discuter avec vous, de voir ce que vous pensez, qu'est-ce qui semblerait pertinent là-dedans ou pas. Et est-ce que ça fait peur, est-ce que ça fait pas peur, est-ce que ça a l'air chouette ou est-ce que vous ne feriez pas confiance à une voiture qui conduit toute seule pour vous conduire, ou est-ce que ce que dira l'assistant personnel comme information, vous y croyez pas trop, vous préférez vous-même aller voir sur Wikipédia.